Quand on veut faire un peu mieux ou un peu plus que l'éternel «je suis désolé pour ce qui t'est arrivé», c'est souvent assez difficile de savoir quoi répondre ou quoi dire à une personne qui vient de nous confier avoir subi une agression sexuelle. Pour ma part, je vais pas prétendre que c'est parfait, mais c'est en tout cas ce que des personnes concernées m'ont conseillé de faire, j'ai appris à dire systématiquement 3 phrases. Je te crois, c'est pas ta faute, et c'est grave. C'est en général le triptyque qu'on apprend à dire dans les formations à l'écoute, dans les milieux militants et dans certaines branches de la clinique du trauma. Et même si c'est un peu mécanique et que ça peut du coup sonner insincère, c'est pas inutile d'avoir 3 phrases toutes prêtes à dire dans ce genre de situation. Déjà, ça évite la maladresse souvent liée à la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on nous a confié, et puis parce que, soyons honnêtes, la plupart des victimes, c'est pas ça qu'elles entendent. Elles entendent au mieux des silences et au pire des questions ou des remarques sur leurs propres agissements. Donc même si ça donne l'impression de réciter un texte, franchement, la récitation ici c'est plutôt une qualité. Parce que le dévoilement de l'agression, c'est précisément le moment où l'entourage va avoir tendance à improviser et donc à faire des dégâts. On pourrait presque considérer qu'en l'espèce, ce triptyque c'est un geste de premier secours. C'est-à-dire que personne n'attend d'un massage cardiaque qu'il soit spontané ou innovant. C'est un geste. On l'apprend, on le répète et on évite de faire des conneries. Parce que ce triptyque, on le sait, il fait son taf. Sauf qu'il ne le fait pas uniformément. Je te crois, clairement, cette phrase, elle agit. Elle répond à une question que la personne se pose réellement, parfois depuis des années, à savoir: est-ce qu'on va me croire? Et au-delà de ça, cette phrase, elle vient démentir une crainte qui a parfois été construite par des vraies remises en doute. Quand on a dû se justifier pendant longtemps à chaque fois qu'on abordait le sujet et que, cette fois-ci, la personne qu'on a en face nous dit immédiatement qu'elle nous croit, ça change quelque chose. Cette phrase, elle fabrique quelque chose qui n'existait peut-être pas avant, c'est-à-dire un témoin. Le monde de la personne, il va changer en quelque sorte de composition, c'est-à-dire que maintenant, il y a quelqu'un dedans qui sait et qui accepte le récit tel qu'il est raconté. La phrase « c'est grave », pareil, c'est une phrase qui agit. Elle répond à une question quasiment universelle après ce genre d'événement qui est: est-ce que j'exagère? Et cette phrase-là, ce qu'elle fabrique, c'est un verdict. Les faits ont été qualifiés, quelqu'un a pris parti. Et là encore, ça vient démentir une expérience passée, non plus celle du tribunal des fausses accusations, mais celle de la minimisation de l'expérience vécue. Le fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui prenne parti sans qu'on lui demande, c'est avoir la sensation que notre affaire à nous est devenue très localement une affaire commune. Sans pour autant que la personne qui prend parti n'interfère dans le récit ou dans la manière de le raconter de la victime, hein, évidemment. Par contre, le point faible de ce triptyque, c'est le tiers du milieu. C'est pas ta faute. Si vous avez déjà accompagné des victimes dans votre vie, vous le savez. Vous aurez beau lui dire ça, lui assurer que c'est vrai, lui démontrer que c'est vrai, c'est soudainement elle qui va rentrer dans le registre de la récitation. Elle va vous dire oui, je sais, elle va vous remercier de lui avoir dit ça, mais la quantité de honte qu'elle va emporter chez elle après la conversation sera bien souvent peu ou prou la même. Et pourtant, ce segment, il est vrai et il est nécessaire, il faut continuer de le dire, mais ne pas rejeter pour autant le fait que si effectivement les deux autres donnent quelque chose, un témoin et un verdict, celui-ci, il ne donne rien. Il conteste. Ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher une croyance installée dans la tête de la personne et il va essayer de l'annuler en la niant. Malheureusement, comme beaucoup de victimes, votre victime, elle est en plus probablement habituée au gaslight, donc faire semblant d'acquiescer quand on va remettre en cause une de ses croyances, elle en est devenue experte. Et donc cette croyance qui résiste, elle a un nom et elle est assez bien connue, c'est la honte. Dans la psychologie des émotions, la honte c'est quelque chose de très précis, c'est l'émotion de la transgression. L'échec, la maladresse, le rendez-vous raté, tout ça c'est du regret ou de la culpabilité à la limite. La honte, c'est celle qui dit « je suis devenu la personne qu'il ne fallait pas être ». Et cette pensée-là, c'est déjà en soi un récit. Ce que fait la honte, c'est de vous raconter qui vous êtes à partir de ce qu'on vous a fait. Et ce récit, c'est un récit qui est global, qui est punitif et qui vient avec, intégrer en lui, une consigne de comportement. Se cacher, baisser les yeux et disparaître. Ronnie Janoff-Bullman, c'est une psychologue sociale américaine qui a travaillé précisément sur ce sujet. Alors attention, parce que j'y reviendrai, mais je le précise déjà. Ronnie Janoff-Bullman, ce n'est pas une clinicienne, c'est pas quelqu'un qui aurait passé sa vie à écouter des patientes. C'est une chercheuse de laboratoire. Sa matière, c'est des questionnaires, des échelles et des scénarios qu'on fait lire à des étudiantes et à des étudiants. C'est pas tout à fait la même chose et c'est important de le préciser. Mais bref, en 1992, elle publie un livre qui, à ma connaissance, n'a jamais été traduit en français, Shattered Assumptions. Dedans, elle prend 15 ans de littérature sur le trauma, donc la sienne et celle de tous les autres, des victimes d'Hiroshima aux victimes de cambriolage, en passant par le viol, les accidents graves et
j'en passe. Le titre de ce bouquin, il est lui-même très difficile à traduire. Ce qu'elle appelle assumptions, c'est les croyances qu'on a dont on est le moins conscient de les avoir. En gros, ce sont des évidences, des choses qui vont de soi. Et shattered, c'est le mot qu'on utilise classiquement pour parler du verre quand il casse. Et l'idée derrière ça, c'est qu'une vitre, on ne la voit pas tant qu'elle tient devant nous. Donc on voit uniquement à travers, et elle ne devient visible qu'une fois qu'elle est en morceaux. Alors shattered assumptions, en français, ça resterait approximatif comme traduction, mais ça pourrait donner quelque chose comme évidence fracassée. Et donc dans sa théorie des croyances ou des évidences fracassées, ses travaux vont révéler 3 croyances qui sont mises en difficulté à chaque événement traumatique. La première croyance, c'est que le monde est globalement plutôt bienveillant. La deuxième croyance, c'est que le monde a du sens, c'est-à-dire que les événements ont des causes logiques et que ces causes ont un rapport avec ce que les gens font et ce que les gens valent. Et la troisième croyance, justement, c'est que moi, en tant que personne, je vaux quelque chose. Ces 3 croyances, paradoxalement, elles ont l'air relativement fausses, et fausses d'une façon assez banale, quoi. On pourrait dire qu'elles sont banalement fausses. Sauf que quand on considère que quelque chose que des gens pensent est banalement faux, c'est précisément le moment où on arrête de surveiller les endroits où nous-mêmes, on pourrait être concerné par de telles croyances. Ce qu'on trouve banal, en général, c'est ce qui ne nous concerne pas. Et donc ce qui est banalement faux, ça se trouve souvent être faussement banal. Parce que ces croyances, elles sont extrêmement puissantes, elles ont énormément de prise dans nos vies. Et c'est pas un hasard, c'est parce que ce sont des croyances qui sont importantes. Prenez la deuxième, par exemple, celle qui dit que le monde a du sens, et c'est elle qui porte ce que la psychologie sociale appelle la croyance en un monde juste. Et si vous vous pensez suffisamment armé philosophiquement pour être épargné par cette croyance, le bon test à faire, ce serait de vous imaginer ce qui se passerait si on vous la retirait. Donc imaginez que, tac, d'un claquement de doigts, vous devenez intimement persuadé que non, le monde n'est pas juste. Pourquoi vous feriez des choses? Je veux dire, pourquoi vous vous investiriez dans un monde qui n'est pas juste? Pourquoi est-ce que vous feriez des efforts si vous savez que les choses bien que vous faites peuvent être punies et que d'autres sont récompensés pour des choses mauvaises qu'ils font? Pourquoi réviser un concours? Pourquoi rembourser un prêt? Pourquoi élever attentivement un enfant? Croire que le monde est à peu près juste, c'est la caution de tous nos efforts. C'est ce qui rend rationnel le fait de se lever le matin. Et les 2 autres croyances, elles font le même genre de travail. Le fait de croire que le monde est globalement plutôt bienveillant, c'est ce qui vous permet de sortir de chez vous sans avoir préparé à l'avance un plan d'évacuation. Le fait de croire que vous avez une valeur, que vous valez quelque chose, c'est ce qui vous permet de demander des trucs, de refuser des trucs et puis de vous défendre. Et ces 3 croyances-là, elles vous traversent encore, là, maintenant. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas en train de surveiller la porte au cas où quelqu'un viendrait vous agresser. Donc il faut bien comprendre que personne ne décide de faire confiance au monde. C'est une croyance qu'on a et qu'on n'interroge pas. Qu'on n'interroge pas à condition d'avoir eu la chance de grandir avec de façon stable. Parce que nos 3 évidences, tout le monde ne les a pas acquises. La psychologue féministe Laura Brown, que j'ai interviewée sur cette chaîne d'ailleurs, dans une série de vidéos dont je vous jure que la suite sortira un jour, bref, la psychologue Laura Brown, comme je disais, elle attaque dès 1991 les définitions officielles du trauma exactement sur ce sujet-là. À l'époque, le manuel diagnostique, c'était le DSM-3. Et le DSM-3, pour qu'on puisse parler de trauma, il exigeait un événement hors de l'expérience humaine habituelle. Ce à quoi Brown avait répondu que pour une bonne partie de l'humanité, la violence n'a rien d'inhabituel. Quand elle commence dans l'enfance ou quand elle ne s'arrête jamais, la honte ne vient pas réparer une théorie du monde. Elle est la théorie du monde. Bon, les situations dans lesquelles la violence commence dans l'enfance et dans lesquelles la violence ne s'arrête jamais, elles obéissent à leur propre mécanisme. C'est les situations auxquelles on fait classiquement référence quand on parle de trauma complexe, et évidemment, elles méritent leur propre vidéo, donc ça va venir. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est justement l'autre cas, celui qu'on n'a finalement pas beaucoup regardé sur cette chaîne jusqu'ici, le cas d'une personne qui avait ses 3 croyances intactes, ou à peu près, et chez qui une agression est venue toutes les fracasser d'un coup. C'est très exactement ça qui se passe à la suite d'événements traumatiques. Quand une agression sexuelle a lieu, les 3 croyances dont on parle depuis tout à l'heure, elles se retrouvent démenties, toutes les 3 en même temps, par un seul événement. Alors, je dis un seul événement, donc je précise parce que c'est important de le dire. La violence sexuelle dans une vie, elle arrive rarement une seule fois. L'événement isolé, unique, sans avant ni après, c'est pas le cas typique, c'est même plutôt l'exception en réalité. Sauf que le modèle dont on parle, ce qu'il décrit, c'est ce que le premier événement de cette sorte fait à un monde qui tient encore debout. Les événements suivants, eux, ils ne cassent plus grand-chose. Pour une raison assez terrible, ils tombent dans la théorie que la personne a construite entre-temps pour se réparer, et ils viennent la confirmer. Donc voilà, tout ça pour dire que l'agression sexuelle, la violence sexuelle, elle va fracasser ces 3 croyances. D'abord parce que la croyance en un monde plutôt bienveillant, elle vient littéralement d'être démentie et de la façon la plus directe qui existe.
Une personne vous a fait, pour son propre intérêt, énormément de mal, sans se soucier de ce que ça allait faire sur vous. Ensuite, c'est la croyance en un monde qui a du sens qui est démentie, parce que ce qui vient de vous arriver n'a aucun rapport avec ce que vous avez fait, ni avec ce que vous valez, et que la souffrance, elle n'est pas partagée. Ce n'est pas normal et ce n'est pas censé qu'une personne trouve de la réjouissance en vous brisant. Et puis justement, la troisième croyance, celle qui dit que vous valez quelque chose, elle ne survit pas longtemps aux démentis des deux autres, parce que c'est vous qui, dans le monde, avez subi cette chose-là. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on ne vit pas dans le monde sans théorie du monde, sans cette idée d'ensemble de qu'est-ce qui cause quoi, et qu'est-ce qu'on risque, et qu'est-ce qu'on peut attendre des autres. La théorie du monde, elle nous apporte une compétence qui est très concrète, parce que sans elle, on ne peut plus évaluer un seul risque, donc on ne peut plus dormir, sortir, confier ses enfants à des gens, s'investir dans le monde, rien. Donc il faut vite réparer, ou plutôt bricoler une théorie du monde avec ce qu'on a sous la main. Et après un tel événement, il y a deux réparations possibles. La première réparation, c'est de réviser le monde, c'est-à-dire d'admettre ce que l'agression vient de démontrer. Admettre que des gens font ça, admettre que ces gens ne sont pas des monstres reconnaissables au premier regard, admettre que ça peut recommencer demain avec n'importe qui et n'importe où, et admettre que personne ne surveillait. Ça, c'est le mouvement de réparation que faisait Hannah Arendt quand elle a assisté au procès d'Adolf Eichmann, un des grands organisateurs de la déportation des Juifs d'Europe. Au procès d'Eichmann, elle est frappée par un détail. Une demi-douzaine de psychiatres ont examiné Eichmann et l'ont tous certifié normal. Elle écrira ensuite que, justement, le problème, c'est que des hommes comme Eichmann, il y en a beaucoup, et que ces hommes ne sont ni pervers ni sadiques, ils sont, et ce sont les mots d'Hannah Arendt, terriblement et effroyablement normaux. Donc cette première réparation, celle qui consiste à réviser le monde, elle a une très grande qualité, c'est celle d'être vraie. Mais elle a deux très gros défauts. C'est de rendre le monde inhabitable, premier défaut, et le deuxième, c'est de vous condamner à la solitude. Elle vous condamne à la solitude parce que personne autour de vous n'est prêt à signer cette théorie du monde avec vous. Parce que la valider pour vous, ça voudrait dire l'admettre pour soi. La deuxième réparation, c'est non plus de réviser le monde, mais de se réviser soi-même. C'est-à-dire de se dire, ce qui est arrivé, en fin de compte, c'est cohérent avec ce que je suis ou avec ce que je fais. J'ai attiré ça, j'ai provoqué ça et j'ai mérité ça. Ou au minimum, je ne l'ai pas empêché alors que j'aurais pu. Alors cette théorie-là, évidemment, elle coûte très cher et son prix, c'est notre propre valeur. Sauf qu'en échange de ce prix-là, qui n'est pas des moindres, elle rachète deux choses. D'abord, le monde redevient sensé, puisque l'événement a de nouveau une cause et que cette cause, elle est identifiée, c'est nous. Et puis, c'est la deuxième chose, elle permet de rendre le monde à nouveau sûr, puisque la cause de ce qui m'est arrivé, c'est moi, alors c'est que c'est à moi de faire plus attention. Le devoir de prévention, c'est mon devoir. Il suffirait que je change, que je ne fasse plus ce que j'ai fait, et ça ne m'arrivera plus. Se blâmer soi-même, ça coûte extrêmement cher, mais ça permet de se racheter un monde prévisible. Si ce qui m'est arrivé est de ma faute, ce qui m'est arrivé a du sens. Parce que je suis pas sûr de comprendre tout à fait le monde, mais moi je me comprends, ça crée une cohérence. Un exemple de ça qui marche assez bien et qui est moins sociétalement tendu parce que justement il concerne des personnes qui, de l'avis de tout le monde, n'ont absolument rien à se reprocher, c'est celui des parents d'enfants atteints de leucémie. La leucémie pédiatrique, c'est à peu près l'exemple type d'un événement sans coupable. Et quand des chercheurs et des chercheuses ont interrogé les parents de ces enfants, ils ont remarqué que dans une immense proportion, c'était des personnes qui étaient activement en train de chercher ce que elles avaient fait de travers. Le produit ménager, l'alimentation, le déménagement, l'attention au fœtus pendant la grossesse, etc. Et ça, elles ne le faisaient même pas par masochisme. Les auteurs de l'étude, ils l'expliquent très clairement. Se blâmer, pour ses parents, ça leur permettait de se défendre contre la conclusion intolérable que personne n'était responsable, et que donc rien ne pouvait être conjuré. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je disais de Ronit Janov-Bullman que c'était une femme qui n'était pas confrontée directement aux personnes qu'elle étudiait. Il y a une exception à ça dans son parcours. Elle a mené en 1977, au tout début de sa carrière, une étude de terrain qui consistait en des entretiens avec des personnes devenues paraplégiques ou tétraplégiques, après des accidents totalement fortuits. Un plongeon dans une piscine qu'on connaissait bien, une balle perdue alors qu'on était à bonne distance d'une fusillade, un accident avec une machine, etc. Et le résultat de son étude, ça a été que 63% des gens se blâmaient eux-mêmes pour ce qui leur était arrivé, alors que la totalité de l'échantillon n'avait objectivement rien fait qui pourrait justifier de se blâmer. Ce qui amène naturellement à penser que si le blâme de soi apparaît massivement même là où il n'y a aucune faute, alors c'est que le blâme de soi ne peut pas servir à établir des fautes. Ce que Janov-Bullman formule à la suite de cette étude est limpide. Ce que les survivants cherchent, c'est la récupération, et pas l'exactitude.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la honte, ce n'est pas en soi un raisonnement qui déraille, qui amène au mauvais endroit, mais au contraire, c'est un raisonnement qui aboutit quand on a retiré toutes les autres réponses et qu'on a besoin, comme nous toutes et nous tous, de pouvoir habiter un monde cohérent et juste. Dans un article où elle parle du viol et de la dépression, Janov Bullman distingue deux types de blâme de soi. Il y a le type faire et il y a le type être. Le type faire, c'est j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais plutôt dû faire ça. Et le type être, c'est je suis naïve, je suis faible, je suis quelqu'un qui juge mal les gens, et je suis le genre de personne à qui ça arrive. Et quand on regarde ces deux types et les phrases qu'ils formulent, on remarque un détail qui a son importance, et c'est un détail de grammaire. Dans le type faire, on parle toujours au passé. J'aurais pas dû le laisser entrer chez moi. Et dans le type être, on parle toujours au présent. Je suis quelqu'un qui manque de jugement. Et cette différence, c'est précisément la différence entre le regret et la honte. Le regret, c'est ce qui se conjugue au passé, c'est daté, c'est derrière nous. Et la honte, c'est justement ce qui se conjugue au présent, c'est le temps de ce qui est encore en train d'avoir lieu, le temps de ce qui ne passe pas, et donc de ce qui nous condamne. Et alors sur le papier, le type faire, il a l'air moins grave, c'est-à-dire qu'il laisse une porte ouverte. À la limite, si la cause c'est mon comportement, j'ai juste à changer mon comportement. C'est d'ailleurs exactement l'hypothèse que fait Janov Bullman en 1979. Se blâmer pour un acte, à la différence de se blâmer pour ce qu'on est, ce serait adaptatif, ce serait un genre de stratégie de contrôle. Et cette idée de la stratégie de contrôle, elle a eu un succès considérable au point d'entrer dans les manuels et de toujours être dans pas mal de formations. Mais elle avait un sérieux défaut. En 2003, la psychologue Patricia Frazier publie une étude longitudinale sur 171 femmes suivies à 4 reprises dans l'année qui a suivi une agression sexuelle. Et le résultat, c'est que celles qui se blâment pour leur comportement, donc pour leurs actions, elles ne vont pas du tout mieux que les autres. Elles vont même moins bien. Ce qui contredit complètement l'hypothèse de Janov Bullman selon laquelle le type faire prédisait moins de détresse. Et dans les mêmes données, Frazier remarque, en mesurant plusieurs sentiments de contrôle différents, qu'ils ne se valent pas du tout. Le premier, c'est celui du type faire, et si on le déplie, il dit « Ce qui m'est arrivé dépendait de moi, donc si je change ce que je fais, ça ne se reproduira plus ». C'est un contrôle qui porte sur le passé, sur la cause de ce qui a déjà eu lieu. Et dans les données de l'étude, ce qu'on voit, c'est que ce contrôle-là, il ne protège de rien, voire même il fait l'inverse. Parce qu'en fait, il y a un autre sentiment de contrôle beaucoup plus efficace qui dit plutôt « ce qui m'est arrivé, je n'y pouvais rien. Par contre, ce que je fais maintenant, là, pour aller mieux, ça dépend de moi. » Choisir d'en parler ou de ne pas en parler, choisir à qui on va en parler, reprendre une activité, aller consulter, porter plainte ou décider de ne pas le faire. Ce contrôle-là, celui qui porte sur le présent et sur le rétablissement, c'est le seul dans toute l'étude qui est associé au fait d'aller mieux. Et si on prend une seconde pour y réfléchir, c'est parfaitement logique. Le passé, par définition, c'est la seule chose au monde sur laquelle il est impossible d'avoir du contrôle. Donc le blâme de soi, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche du contrôle exactement au seul endroit où il n'en reste plus. Il promet une sécurité qu'il ne pourra jamais donner. Alors que le présent, lui, il est encore ouvert. Il y a aussi un truc qui est très pertinent dans le fait de se concentrer sur le présent, c'est que, en se concentrant sur le présent, ce qu'on fait, c'est qu'on considère le trauma pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui est avec nous maintenant, aujourd'hui, quelque chose qui est à soigner. Il y a une temporalité pour le récit, pour la relation, pour toutes ces choses-là, mais il y a une temporalité aussi pour la gestion de cette chose psychologique qu'est le trauma et qui réclame un soin qui est très particulier. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est pourquoi est-ce que le contrôle du type faire ne protège finalement pas alors que sur le papier il avait l'air opérant? Eh ben justement parce que pour que la stratégie fonctionne, il faudrait déjà que le type faire et le type être, le regret et la honte, restent toujours bien séparés. Il faudrait que j'ai fait une erreur soit strictement différent de je suis une erreur. Sauf que dans la vraie vie, cette séparation, elle n'existe pas vraiment, ou si elle tient pas bien. Le faire finit souvent par glisser vers l'être. Et évidemment, toujours dans ce sens-là. Oui, parce que j'ai fait une erreur, ça se transforme très facilement en je suis une erreur, alors que c'est extrêmement difficile de faire le trajet dans l'autre sens. C'est-à-dire de passer de je suis une erreur à j'ai juste fait une erreur une fois un jour. Une fois qu'on a dit je suis une erreur, on ne revient pas sur les actes qui justifient ce qu'on pense. Donc la circulation, elle est bien à sens unique. Et c'est logique parce que quelqu'un qui croit être négligent, il croit forcément avoir agi négligemment. Et à l'inverse, on pourrait se dire que quelqu'un qui agit négligemment va simplement considérer qu'il a fait une erreur. Sauf que quand on pense ça, le petit truc qu'on prend pas en compte, c'est le monde entier. Quand une personne se déclare victime, chaque question qu'on lui pose est une hypothèse causale. Est-ce que tu avais bu de l'alcool? Pourquoi est-ce que tu es monté? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoi tu l'as dit à personne? Toutes ces questions-là, quand on les aligne, on remarque qu'elles ont toutes un point commun, aucune ne porte sur l'agresseur.
Toutes les questions portent sur un comportement de la victime, et un comportement qu'on interroge assez longtemps, sous suffisamment d'angles, par assez de bouches, il finit par révéler quelque chose qui a l'air vrai. Je me suis pas posé assez de questions. Donc je suis une personne qui ne se pose pas assez de questions. Donc je suis conne. Et donc là, vous voyez bien que le faire, le comportement de la victime, quand il est questionné en boucle, il finit par se durcir, par faire internaliser des choses à la victime et devenir un être. Et d'ailleurs, Janoff Bullman, elle a documenté elle-même le mécanisme dans une série d'expériences assez perverses. Perverses parce qu'elle fait faire aux participants exactement ce que l'entourage fait aux victimes sans qu'ils s'en rendent compte. On fait lire à des gens les mêmes comportements d'une femme. Une soirée, des verres d'alcool, un retour dans l'appartement. Dans la première version de l'histoire, la soirée se termine normalement, et donc personne ne trouve rien à redire du comportement de la femme. Mais dans la deuxième version de l'histoire, la soirée se termine par un viol. Et là, tout le monde considère les mêmes comportements qu'avant comme des fautes. Ces comportements à elle, ils sont dans les deux cas identiques au mot près. La seule chose qui a changé, c'est la lecture que les participants en font. Et ça s'appelle le biais rétrospectif. Et appliqué aux victimes, c'est une machine à fabriquer de l'inversion victimaire. Une fois que ce système est installé, il n'a plus besoin de personne. Tout ce que la victime va faire dans le reste de sa vie va venir confirmer le récit qu'on a fait d'elle. Donc évidemment, chaque échec qu'elle va faire dans le reste de sa vie va confirmer que c'était de sa faute, mais même la gentillesse des autres. Si les gens sont gentils avec elle, c'est qu'ils ne savent pas qui elle est vraiment. Le système de l'inversion victimaire, il devient une théorie du monde tellement puissante qu'elle digère même ses réfutations pour les transformer en preuves. C'est ce qu'en épistémologie on appelle un système clos. Et évidemment, un système clos, il ne se fait pas tomber de l'intérieur parce que, de l'intérieur, encore une fois, il n'y a même pas d'endroit d'où l'observer. Et donc voilà ce que c'est cette théorie du monde, ce récit de soi-même qu'incarne la honte après une agression. Une théorie fausse, coûteuse, qui promet du contrôle pour au final ne livrer que de la détresse, et qui pourtant s'installe chez la majorité des personnes concernées. Alors une fois qu'on a dit tout ça, c'est important quand même de faire un reproche au modèle qu'on utilise depuis tout à l'heure. Parce que ce modèle, qui nous vient donc de Janoff Bullman, c'est un modèle dans lequel le trauma n'a pas d'auteur. Pour elle, un viol et un tremblement de terre font exactement la même chose. Ils cassent des évidences. Ce qui fait que son modèle, pour isoler le mécanisme, il marche très bien, et c'est même à ça que nous ont servi les exemples de la leucémie et des accidents de piscine. C'est de trouver des cas sans coupable dans lesquels le mécanisme se voit à l'œil nu. Sauf qu'encore une fois, on ne peut pas faire comme Janoff Bullman et rester aveugle au fait que, dans une agression, quelqu'un a voulu ça. Il y a un auteur. Et dès qu'il y a un auteur, il y a des intérêts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut se poser une autre question sur ce fonctionnement traumatique, et c'est qui est-ce qui l'arrange en fin de compte ? Bon, déjà, ça arrange l'agresseur. Dans son dernier livre, Judith Herman, elle reprend l'inventaire des méthodes de contrôle coercitif. Elle note que les méthodes de contrôle les plus efficaces ne sont pas celles qui installent de la peur chez la victime, mais justement celles qui installent de la honte. L'humiliation, c'est pas un dégât collatéral de l'agression, c'est une technique à part entière. Le but, en fait, ce n'est pas d'obtenir une victime qui se soumet, mais c'est d'obtenir une victime qui valide. Et la honte, c'est justement la validation qui continue de tourner toute seule quand l'agresseur est déjà parti. Rappelez-vous la consigne de comportement qui vient avec la honte, se cacher, se taire et baisser les yeux. Le silence d'une victime, il faut bien comprendre qu'il ne rend service qu'à une seule personne au monde. Ensuite, ça arrange les spectateurs. Et là, c'est en gros le même calcul. Le réflexe des témoins qui consiste à blâmer la victime, Janoff Bullman le décrit exactement comme le blâme de soi de la victime. C'est une protection de notre théorie du monde. Melvin Lerner l'a montré expérimentalement dans les années 70 en observant les réactions de gens qu'on met devant une victime manifestement innocente. Et ces réactions, elles sont très simples, ils dévaluent systématiquement la victime. Parce qu'en fait, c'est soit considérer que la victime est une mauvaise personne, ou en tout cas quelqu'un de bête, de naïf, voire quelqu'un qui cherche les problèmes, soit admettre que ce qui lui est arrivé, ça pourrait nous arriver à notre tour. Sur ce comportement, le psychologue William Ryan écrivait en substance « En blâmant les victimes, les spectateurs rendent à leur propre sujet un verdict de non-culpabilité ». Et donc, quand on regarde la scène de plus loin, ce qu'on voit, c'est une victime qui fait son calcul pour réussir à sauver son monde, et des témoins qui font exactement le même calcul pour sauver le leur. Et tous ces calculs, faits pourtant depuis des positions très différentes, ils convergent sur le même verdict, c'est la victime qui est coupable. En somme, la honte, ce n'est pas un tête-à-tête isolé entre une personne et son expérience d'agression, c'est le point d'équilibre de tout un système de domination. Bon, évidemment, le calcul de la victime et le calcul des témoins, ils ont beau se ressembler dans leur mécanique, ils n'ont ni la même fonction, ni la même légitimité, et ni, surtout, le même prix. Et pour que ce soit clair, je veux le dire dans les mots de Janoff Bullman elle-même, le fait qu'une victime se blâme ne donne le droit à personne, jamais, de la blâmer à son tour.
Pour répondre à la question de tout à l'heure maintenant, pourquoi est-ce que «je te crois et c'est grave» marche, alors que «c'est pas ta faute» ne marche pas? Eh ben, je pense que c'est parce que «je te crois» et «c'est grave», ce ne sont pas des descriptions du réel. C'est pas quelque chose qui va directement opposer un contre-récit à un récit déjà existant. C'est quelque chose qui va fabriquer un témoin et un verdict à l'extérieur de la victime. En les prononçant, on ne convainc peut-être pas la victime que c'est effectivement grave et qu'elle est effectivement crédible, mais on entre dans son monde et on y prend parti. Et ça, c'est exactement comme ça que commence une communauté. Et même si c'est qu'une communauté d'une seule personne, c'est déjà bien. La phrase «c'est pas ta faute», elle réfute le récit de la victime, mais elle ne remplace rien. Elle retire à la personne la seule réponse qu'elle avait trouvée à son «pourquoi moi?», et il laisse à la place un trou béant. On ne peut pas, même avec beaucoup d'amour, enlever à quelqu'un sa théorie du monde. On ne peut que lui proposer de la remplacer. Et la théorie de remplacement, la vraie, celle qui dit que la cause était dehors et que le monde permet ça et que personne ne surveillait, cette théorie-là, on l'a vu aussi, personne ne peut la tenir seule dans son coin. Elle ne tient qu'à plusieurs. Et c'est pour ça que je dis, et que la psychologie critique dit, que la politisation, c'est déjà du soin. Et un événement de politisation, ça peut effectivement être quelque chose de collectif, de plus grand que soi. Une compréhension des structures de domination, l'écoute de témoignages, la participation à des collectifs militants, etc. Mais ça peut aussi être des événements très individuels, comme aller voir l'ex de votre ex et entendre dire d'une autre bouche que la vôtre tout ce que vous avez vécu et tout ce qui vous a mené là. La force de ces moments-là, c'est qu'on y entend immédiatement «je te crois et c'est grave», mais mieux encore, il n'y a même pas besoin d'entendre «c'est pas ta faute», parce qu'on le comprend tout seul. Une fois qu'on a dit tout ça, malheureusement, ce qui nous reste à faire, c'est de mesurer le contraste avec ce qui existe pour accompagner les victimes dans le soin. Parce qu'aujourd'hui, quand la personne se retrouve en consultation, ce qu'on va lui proposer majoritairement, c'est de restructurer sa distorsion cognitive. Ce qui revient structurellement à attaquer le récit que la personne s'est construit, sans jamais s'occuper du trou que ce récit était venu boucher. La vraie question de la victime, le «pourquoi moi?», on n'y répond jamais. Tout ce que la psychologie clinique, et notamment les TCC, lui proposent, c'est de lui apprendre à ne plus formuler la question qui la tiraillait. Et donc, encore une fois, la victime se retrouve seule avec ses enjeux existentiels, responsable de ce qui lui arrive dans le récit d'elle qu'on lui propose, interdite de faire valoir son récit et ses interrogations, et donc finalement condamnée au silence. Ce même silence qui ne rend service qu'à une seule personne au monde.